Alors qu'il recherchait son frère Liaram, une lionne attaqua Sankao, le guépard. Non loin de là, Liaram se fit agresser par une autre lionne qui le blessa grièvement. Quand les deux frères se furent retrouvés, Sankao comprit que Liaram allait mourir et l'abandonna à son sort. Sur la berge de la rivière, le peuple des fourmis envahissait les os de crocodile, à peine étaient-ils craquelés par leurs occupants. Wamba la lionne tua Tinga, la jeune antilope dont elle se fit voler la dépouille par Kitok, qui appartenait à un clan rival. Enfin, partis de la plaine de Masai Mara, les gnous revinrent en février sur les lieux de leur naissance, en Tanzanie. La suite de l'histoire se déroule sur l'un des plus beaux sites de notre planète, la grande plaine de Serengeti, en Tanzanie. Les Maasai la nomment Siringet, ce qui signifie immensité. Les gnous ont longuement marché pour quitter la plaine de Masai Mara, qu'ils avaient eu tant de mal à atteindre. Des dizaines de milliers d'entre eux sont tombés sous le croc des crocodiles. D'autres ont péri dans les eaux de la rivière en colère. Leurs rangs sont dépeuplés comme ceux d'une armée défaite. Et pourtant ils ont réussi leur tâche, qui ne consiste qu'à accomplir jusqu'au bout la grande migration, comme l'ont fait leurs ancêtres avant eux. Ils ont traversé la frontière que les hommes ont tracée. À présent, ils se retrouvent sur leur terre natale, le parc national de Serengeti, en Tanzanie. Jumbe est le chef de l'un des clans de gnous. Il a su conduire son peuple et le ramener vers sa patrie. Aujourd'hui, Jumbe est fatigué, mais il restera vigilant jusqu'au moment où les femelles se rassembleront dans la verte vallée pour y donner naissance à une génération nouvelle. Oui, Jumbe accomplira son devoir jusqu'au bout. Alors, une fois de plus, il ordonne une colonne qui se désagrège et remet un peu d'ordre dans sa horde exténuée. Les gnous sont enfin arrivés dans la plaine où il est urgent pour eux de régénérer leurs forces. En effet, l'événement remarquable qui va se produire requerra la totalité de l'énergie qui leur reste. En moins de 3 semaines, 80% des femelles enceintes vont donner naissance à leur bébé. La nature a mis en place cette synchronisation afin que les jeunes gnous, lors de la migration suivante, soient en âge d'en affronter les dangers. Les femelles sont nerveuses. Elles sentent palpiter leurs flancs trop lourds. Elles ont marché le ventre occupé par une vie qui remuait déjà avant que la migration fût achevée. Rien ne les contenterait autant qu'une délivrance rapide. Le premier bébé de la saison va naître dans quelques instants. Sa mère se nomme Lana. Pour l'instant, seule une sorte d'inconfort trahit son état. Lana hésite entre la position couchée et la position debout. Autour d'elle, les autres femelles gestantes semblent concentrées et préoccupées de leurs propres sensations. Elles attendent que se résolve ce mystère qui les habite une fois de plus. La concentration annuelle des gnous à Serengeti a favorisé leurs prédateurs, au premier rang desquels la hyène tachetée.
Elles sont plus de 3000 à marauder dans la plaine pendant la saison humide. Rien ne les hâte car la chasse sera facile dès que les bébés commenceront à naître. Pour l'instant, provisoirement désœuvrées, elles battent la savane, dans l'apparente indifférence des gnous. S'il faut s'accommoder de la présence d'un ennemi, la règle est de garder toujours un œil sur lui, ne jamais se détourner, ne jamais courber l'échine, corps de sa portée. Que ce soit à Masai Mara ou à Serengeti, quand les gnous s'arrêtent, les combats reprennent. Luttes assassines qui bouleversent la pyramide des pouvoirs ou combats rituels par lesquels les jeunes mâles testent leurs prétentions. Parfois, les animaux rivalisent de force dans une forme de combat qui consiste à s'agenouiller et à opposer à son adversaire une poussée plus puissante que la sienne. Même quand le combat n'est qu'un simulacre, la corne de l'adversaire peut blesser. Au plus fort de la mêlée, sa pointe n'est jamais loin du front qu'elle pourrait écharper ou de l'œil qu'elle crèverait facilement. La délivrance de Lana approche. Déjà, les sabots de son bébé ont crevé le sac amniotique dont des lambeaux se sont répandus sur le dos de la mère. À côté des pattes se présente le museau du bébé. Pour Lana, c'est l'instant critique. Jusqu'à ce que le jeune gnou soit sur ses jambes, elle ne peut plus se déplacer normalement. Pour quelques minutes encore, elle est à la merci des prédateurs. En général, la femelle se relève et se met à marcher ou à courir afin de faciliter le travail d'expulsion du bébé. Elle se recouchera un peu plus tard pour qu'il puisse venir au monde sur le sol. Djumbe, le chef du clan, observe Lana dont les contractions annoncent l'imminence de la mise bas. Avec d'autres mâles, Djumbe a ensemencé son troupeau. C'était à Masai Mara il y a 8 mois et demi, au temps de la saison des pluies. Le père du bébé qui va naître, c'est peut-être lui. Lana recherche la position la plus favorable. L'arrière-train du bébé tarde à sortir. Dans certains cas, il peut arriver que l'animal reste ainsi bloqué par les hanches. Enfin, le bébé de Lana ne vient pas au monde. Il y glisse. Le bébé de Lana ne dispose que de quelques minutes pour apprendre à se tenir debout et à marcher. S'il n'y parvient pas, il sera abandonné car ses aptitudes à affronter la prochaine migration n'auront pas été attestées.
Alors Djoumbé vient vers lui et l'encourage, avec douceur, d'un souffle, d'une poussée. Les premiers temps de la vie sont durs pour le bébé, confronté sitôt au plus terrible des examens de passage. Qu'il vienne à manquer de courage, de force ou de vitalité, et il sera offert au prédateur. Désorienté, concentré sur la tâche à accomplir, il ne s'aperçoit pas qu'une femelle curieuse vient de se placer près de lui. Il la prend pour sa mère. L'âne les suit, l'étrangère tente de leur pousser. Enfin, l'âne reprend ses droits et se met en marche pour obliger le nouveau-né à l'accompagner. Il se tient désormais plus solidement campé sur ses jambes. Cependant, il fait route vers un avenir encore incertain. Plus tard, seulement, il pourra s'affranchir de la tutelle de sa mère et de la protection du troupeau. Il en est pour l'instant entièrement dépendant. La venue au monde du premier nouveau-né de la saison a suscité l'intérêt général. En effet, par un effet de synchronisation psychologique, le bébé va donner le signal des autres naissances. Sa présence et son odeur vont en quelque sorte stimuler les contractions des femelles enceintes. Un peu effrayé, le bébé voit arriver vers lui des adultes, mâles et femelles. Pour eux, il est important que vive le premier bébé de Serengeti. Alors il l'aide à poursuivre son apprentissage de la savane. Il doit comprendre son appartenance à leur race, à leur clan. Il lui faut connaître leur odeur, qui est aussi la sienne. Il doit, en quelques minutes, apprendre à résister à une bousculade. Les adultes l'encouragent à s'affermir sur ses jambes, qui seront sa seule arme si un carnassier venait à l'attaquer. Six minutes seulement se sont écoulées depuis la naissance du nouveau-né. Mais 6 minutes si longues quand il faut en si peu de temps découvrir la vie et se tenir debout. Pour compenser cette fatigue, l'urgence est à présent d'atteindre la mamelle pour une première tétée. Mais le bébé n'est pas au bout de ses peines. L'âne met à profit cette situation pour le soumettre à un exercice de marche supplémentaire. Pour les hyènes, le temps n'est pas encore venu de s'attaquer aux gnous nouveau-nés. En attendant, la carcasse d'un gnou qu'elles viennent de chasser les accapare. Comme toujours, il leur faut la protéger de l'empressement des vautours. Pendant un moment d'inattention de la hyène, les vautours se ruent sur la dépouille. Ils sont nombreux et le quartier de viande sera vite déchiqueté. Soudain surgissent 3 vautours oricoux. Ils sont habitués à ne jamais partager leur repas et tiennent en respect la meute des vautours communs. Leur bec est un outil puissant. La carcasse se réduit à vue d'œil. Bientôt alertés, d'autres hyènes surviennent et chassent les vautours.
Mais du jeune gnou ne subsiste plus que quelques reliefs pour lesquels la compétition sera âpre. Plus combative, plus résolue que d'autres, une femelle récupère le butin. Le jour suivant, d'autres femelles ont donné naissance à leurs petits. Partout, dans la plaine, ils sont plusieurs milliers à ouvrir les yeux sur un monde nouveau qui, pour eux, se résume à la mamelle de leur mère et à ce morceau de terre. Fils de Lana et de Djoumbé, l'aîné des bébés gnous est né depuis 20 heures déjà. On le choisit, on le surveille. Il incarne une nouvelle génération qui perpétuera, aussi longtemps que les gnous vivront, la plus grande migration du monde. À ce stade de sa vie, se trouver séparé de sa mère est le plus grand risque que puisse encourir le petit gnou. En effet, un bébé égaré n'aurait que peu de chance de retrouver sa mère parmi les milliers d'autres qui viennent de mettre bas. Aucune femelle ne l'acceptera, ni ne le confondra avec son propre bébé. Seul, sans protection, il est une proie facile pour la foule des prédateurs. Déjà pressentant les aubaines à venir, un chacal a repéré un jeune gnou. Parvenu au sein même du troupeau, il s'en approche. La mère, vigilante, le décourage et il s'éloigne. Tandis que les mères allaitent, il s'approche dangereusement. Sa manière de fureter alerte l'une d'elles. Elle le prend en chasse un instant. Il s'enfuit encore. Non loin de là, 4 chacals se disputent un des nombreux placentas qui jonchent la plaine. Un marabout profite des fragments perdus pendant la course. Un gnou noir et blanc dont la robe tranche sur celle du troupeau déambule dans la plaine. Il n'est pas albinos, mais sa peau et ses poils sont partiellement dépigmentés.
Les événements qui se produisent autour de lui et qui mobilisent l'énergie du troupeau le laissent indifférent. Ici, un bébé n'a pu s'expulser du ventre de sa mère en raison de l'étroitesse anormale du bassin. Son agonie a duré longtemps. L'épuisement et l'afflux du sang vers le cerveau lui ont été fatals. À présent, c'est sa mère qu'il met en danger. Entravée dans ses mouvements, la démarche malaisée, elle devient vulnérable. Un lion, un guépard et même une hyène pourraient aisément la tuer. Pour tenter de se débarrasser de ce fardeau, elle se met à courir. Mais le cadavre du bébé lui reste désespérément chevillé au corps. Seule une hyène providentielle qui s'accrocherait au gnou mort-né arriverait peut-être à l'en délivrer. D'un autre côté, le fils de Djoumbé, lui, a rapidement gagné en force. Et il est l'objet de toutes les attentions. Bien que quelques heures se soient écoulées, l'obsession des gnous est toujours la même. Obliger encore cet enfant à marcher, à éprouver la solidité de ses jambes, lui donner les moyens de répondre à cette angoisse qui survient quand on sent derrière soi le souffle d'un carnassier. Avec autorité, Djoumbé rameute son plan. En effet, rassemblé en une masse compacte, le troupeau offre la meilleure défense pour les petits, qui le rend moins repérable. Djoumbé est allé jusqu'au bout de sa tâche. Il a conduit son troupeau de Masai Mara à la grande plaine de Serengeti. Il a permis que s'accomplisse le renouveau de son peuple. Dans quelques mois, les gnous reprendront le chemin de la grande migration. À leur tête, pour les guider, marchera Djoumbé, ou le mâle qui aura su le supplanter. Serengeti au sud, Masai Mara au nord forment un système écologique unique que ne parviendront jamais à diviser vraiment les frontières humaines. L'espace y est ouvert comme infini. Au pays des Maasai, les prédateurs attendent le retour des troupeaux exilés qui reviendront à la saison des pluies quand la plaine aura reverdi. Jamais leurs victimes n'ont manqué ce rendez-vous. Ils sauront attendre.
Sankao le guépard a perdu son frère Liaram, mort d'avoir pour la première fois voulu vivre sa propre vie. Ils étaient inséparables et leur unité les rendait invincibles à la chasse et au combat. Mais désormais, le temps du travail en équipe est révolu. Sankao doit chasser seul, sans l'appui du frère qui surgissait toujours au bon endroit pour refermer les mâchoires du piège tendu à la victime. À deux, ils étaient ce piège. Sankao a repéré un groupe de zèbres et s'élance à leur poursuite. La course du guépard s'est perdue dans le vide. Au moment d'atteindre la proie, Liaram ne jaillira plus d'un fourré pour relayer son frère. Nul n'assistera plus Sankao au moment de donner la mort. Il faudra désormais chasser sans éclat et se résoudre à échouer plus souvent qu'autrefois. Sankao ne renonce pas. Dans ce troupeau de gazelles de Thompson, il trouvera forcément l'animal affaibli que l'on peut tuer seul. Celui qui a déjà trop vécu. Celui qui vient de naître. Celui qui appelle la mort à lui. En pleine course, Sankao a choisi une stratégie malencontreuse. Pour chasser un adulte dont l'endurance était supérieure à la sienne. Deuxième échec. Sankao essaiera encore. La victime sera l'une de ces gazelles de Thompson. Sankao n'avait plus de force disponible que celle qui suffit à tuer un bébé. Le jeune animal est encore vivant. Une dent de Sankao lui crève un œil, puis dans son crâne tendre, le croc s'enfonce aisément. Sankao a repris confiance, mais il sait que rien désormais ne sera aussi facile qu'au temps où il avait un frère. Au bord d'une rivière, une tortue léopard aspire à se désaltérer. La tortue léopard est l'une des plus grosses tortues terrestres d'Afrique. Sa carapace forme souvent un dôme majestueux de 60 cm de long sur 30 cm de haut. Bien que sa coloration varie selon les individus, son écaille tachée lui a valu son nom.
La tortue léopard passe une grande partie de son temps à parcourir la savane. Il lui faut rechercher les végétaux qui constituent son alimentation et des crottes de hyène qu'elle grignote avec gourmandise. Ces crottes, riches en matières osseuses, enrichiront son régime en calcium, lequel est nécessaire à la croissance de l'écaille et à la formation des œufs. Mais il peut arriver que se procurer quelques gorgées d'eau comporte parfois plus de risques qu'on ne pourrait l'imaginer. Il suffit d'un mauvais dosage des forces mises en œuvre pour foncer tête baissée dans des désagréments. Il faudra alors remonter la pente et ne plus s'y laisser prendre. La tortue léopard est capable d'accumuler les enseignements de nombreuses expériences. Sa vie peut en effet durer plus de 75 ans. Mal adaptée à la vie aquatique, la tortue léopard s'accommode d'un écosystème terrestre où elle se montre particulièrement active aux premières et aux dernières heures de la journée. Dans un étang voisin, Mama Kingua, la hyène, prend son bain. Près d'elle, 2 grues couronnées traquent dans l'eau les batraciens et les crustacés. Sédentaire, la grue se plaît dans les environs des marais et des rivières. Elle vit en groupe ou en couple. La grue fait sa toilette en lissant ses plumes, comportement qui peut aussi faire partie de la parade amoureuse. Les grues partagent ce bout de marécage avec un groupe d'ombrettes. Les ombrettes occupent une zone bien délimitée du rivage. Cependant, les conflits territoriaux avec des congénères se règlent sans agressivité. Mama Kingua a chassé toute la nuit sans succès. Ce matin, elle reprend ses forces avant les grandes chaleurs. Son passage ne perturbe guère les ombrettes. Ce n'est qu'envers ses congénères que Mama Kingua défendra le territoire de son clan. Précisément, une autre hyène se présente. Elle a le droit d'être là. Elle fait partie du groupe. Mama Kingua se montre agressive, mais il s'agit moins d'une véritable hostilité que d'un déploiement de force rituelle. Finalement, la deuxième hyène, découragée par le peu d'empressement montré à l'accueillir par Mama Kingua, décide d'aller s'abreuver plus loin. Elle occupera une autre partie de la berge, où elle n'aura rien à prouver.
Ce matin, 150 éléphants venus de l'Est en horde serrée sont entrés dans la plaine. L'éléphanteau affamé proteste contre cette marche forcée qui l'empêche d'accéder au lait de sa mère. Le groupe s'arrête un instant afin de s'alimenter. Il est probablement constitué de plusieurs groupes qui se sont agrégés pour partir à la recherche d'arbres plus denses et d'herbages plus verts. Quelques jeunes mâles profitent de la halte pour se défouler. Dans un instant, faisant trembler le sol, l'armée des pachydermes repartira vers l'horizon du sud. Il y a 2 mois, un groupe de lions venus du sud a fait irruption dans la plaine. Certains d'entre eux ont déjà défié Wamba la lionne et les membres de son groupe. Ils sont plus forts et mieux nourris que ceux qu'ils se préparent à affronter. En attendant que vienne l'heure de la compétition et du combat territorial, 2 bébés s'occupent autour de leur mère. La lionne, dont la vigilance s'exerce à surveiller les environs, lassée de servir de jouet, calme les ardeurs de son fils. Hésitant à persister dans son jeu, le lionceau abandonne finalement la queue de sa mère. Il part à la recherche d'une autre activité pour laquelle il ne se ferait pas rabrouer. Une crotte d'éléphant se présente. Bien que son odeur et son goût provoquent la grimace, elle lui offrira un long moment de découverte et de plaisir. Après quelques minutes passées à jouer ensemble, les lionceaux reviendront près de leur mère ensommeillée pour lui faire dépenser en câlins et coups de langue ces inépuisables réserves de tendresse. Sankao le guépard, qui fut jadis si fier, assiste à sa propre déchéance. Lui qui, avec son frère Yaram, terrorisait les créatures de la savane, n'a trouvé à se mettre sous la dent qu'une carcasse d'autruche.
Pour l'instant, diminué par la mort de son frère, amoindri dans ses réflexes, Sankao réapprendra à chasser. Il redeviendra le sprinter le plus majestueux de la plaine. Mais en attendant, il lui faudra composer avec les charognards et dévorer des proies qu'il aurait jadis dédaignées. L'autruche dont Sankao fait son repas est un jeune adulte que convoitent les vautours. Comme il l'aurait fait pour un mammifère, Sankao s'est d'abord attaqué au train arrière de l'animal. En effet, les guépards savent, à la fois par instinct et par expérience, qu'un autre prédateur peut survenir à tout moment et leur disputer leur proie. C'est pourquoi ils s'attaquent en premier à la partie la plus charnue de la carcasse, de manière à ne laisser à un agresseur éventuel que les morceaux moins avantageux. Les lions du clan du Sud ont chassé et tué cette nuit un buffle que les mâles viennent d'entamer. Les enfants devront attendre leur tour pour lécher le sang du buffle et se familiariser avec le goût de sa chair. La présence d'un jeune près de lui énerve Kitok le lion. Bien que les proies soient généralement tuées par les lionnes, les adultes mâles exigent la préséance. Ils ont droit au premier service, les autres animaux du groupe ne peuvent passer qu'après eux. C'est pourquoi les lionnes attendent patiemment leur tour. Enfin, le moment vient où les lions repus acceptent près d'eux les autres membres de leur groupe. Certains mâles vont boire abondamment, d'autres parfois s'endorment, le nez sur la carcasse. Une jeune lionne redoute qu'un mâle ne lui fasse grief de venir se rassasier si près de lui. Mais c'est en réalité chez les lionceaux qu'une entorse à la hiérarchie peut entraîner des conséquences mortelles. Un coup de patte du lion peut tuer un jeune trop entreprenant. Un bébé a réussi sans encombre l'escalade de la carcasse. De ce promontoire mouvant d'où il domine le monde, il pourra se donner l'illusion de régner sur un clan. Un groupe de lions forme une société matriarcale composée d'1 à 6 mâles et de 4 à 15 ou 20 femelles. La tâche des lionnes est de chasser et de prendre soin des enfants. Celle du lion semble ne consister qu'à dormir et dévorer les proies que d'autres ont capturées. En réalité, il lui faut aussi assumer la lourde charge de protéger les siens et garantir l'inviolabilité du territoire. Pour les bébés, après le temps du repas, revient invariablement celui du jeu. Par cette attitude, qui consiste à étendre au sol ses membres antérieurs et à bouger ses doigts, ce lionceau veut à la fois attirer l'attention de ses congénères et les appeler à jouer avec lui. Ce comportement s'observe également chez certains animaux domestiques. À défaut d'un camarade, c'est avec un morceau de souche d'arbre que le lionceau jouera et affermira ses griffes.
Le rituel est toujours le même. Pour les enfants, participation au repas des adultes, jeux, tétés et sommeil. Pour les adultes, chasse, festin, activité sexuelle et sommeil. Ici, une lionne en chaleur sollicite avec vigueur les faveurs du mâle, mais celui-ci envisage de sauter une étape et de passer directement au sommeil. Sans même avoir à les combattre, le clan du Sud a défait Wamba la borgne et son clan. Wamba est resté seul. Certains des bébés dont elle avait la charge sont morts de faim. D'autres, affaiblis, ont été dévorés par les hyènes. Sur et sous sa peau de lionne grouillent les parasites. Wamba veut vivre encore. Mais en aura-t-elle la force ? Quand ils sont arrivés à Masai Mara, les lions venus du sud avaient croisé une abondance de proies dans le sillage des gnous, en marche vers le Serengeti. Ils étaient déjà repus et vigoureux en arrivant sur le territoire de Wamba. Il leur a été facile de vaincre des rivaux affaiblis par la désertion des herbivores, par la sécheresse et la famine. Leurs bébés n'ont jamais manqué de lait, ni les adultes de chair à dévorer. Ils ont prélevé leur part sur les troupeaux d'herbivores sédentaires, au détriment de ceux qui étaient là avant eux. Leurs enfants grandiront heureux et comblés sur cette terre qu'ils auront su coloniser. D'autres enfants remplaceront ceux de Wamba. De nouveaux maîtres régneront désormais sur sa plaine. Wamba la borgne devra se relever et partir. Comme Tompo, le lion qui lui demandait asile et qu'elle repoussa jadis, elle ira au-devant du clan qui voudra l'accepter. Naguère, elle était mère, souveraine et chasseresse. Wamba est aujourd'hui déchue. Elle mourra peut-être, mais à l'échelle de sa terre d'Afrique, cela ne changera rien.
Ayant perdu son frère Liaram, mort sous la griffe d'une lionne, Sankao le guépard ne vit qu'avec le souvenir des glorieuses chasses d'autrefois. Il doit désormais se contenter de proies faciles. Dans la plaine tanzanienne de Serengeti, Jumbe le Gnou a vu naître son fils, premier nouveau-né de la saison. Au Masai Mara, déserté par les grands herbivores, Douma devait coûte que coûte trouver de quoi nourrir ses 4 enfants. Un jour, le clan de Wamba la lionne fut chassé de son territoire par un groupe plus vigoureux venu du sud. Affaibli par la faim, désespéré par la mort de ses lionceaux, Wamba la borgne s'exila. À Masai Mara, la sécheresse a diminué le nombre de points d'eau et réduit leur surface. Pour pourvoir à leurs besoins quotidiens, les éléphants du clan de Temba doivent s'en remettre à l'expérience de leur matriarche, âgée de plus de 50 ans. Elle connaît le secret des lieux où l'eau demeure. Aucune source ne lui est inconnue. Dans la chaleur qui tombe du zénith, tout le clan profite du bain boueux qui protégera la peau et rafraîchira le corps. Mais aucun animal n'y éprouve plus de jouissance que l'éléphanto Araka. Nous avons connu Araka au début de sa vie. Depuis, ses défenses sont percées sous sa lèvre. Plus tard, bien plus tard, elles pourront peser jusqu'à 60 kilos. En cette saison où l'eau est plus rare, chaque bain donne l'occasion d'une véritable fête pour les éléphants. Ils assouvissent leur soif, apaisent les inflammations de leur peau fragile, s'immergent par pur plaisir dans une fraîcheur si douce. Chaque goutte d'eau qu'ils roulent sur leur corps est un bienfait. Beaucoup de troupeaux de zèbres sont restés dans la plaine de Masai Mara. Ils strient le paysage de leurs bandes blanches et noires, dont personne ne pourrait de manière catégorique définir le rôle. Camouflage, élément d'identification ou leurre destiné à troubler la vision des prédateurs. Le comportement qui consiste à mordiller la crinière, le cou ou la gorge d'un congénère avec ses incisives s'appelle le grooming, terme technique pour lequel il n'existe guère d'équivalent en français. Il vise à renforcer le lien social par un contact corporel direct. Il peut se pratiquer entre mère et enfant, entre individus de la même génération, et il se situe au centre de toute stratégie amoureuse. À l'occasion, le grooming peut tourner au simulacre d'affrontements hiérarchiques.
Parfois, et même entre individus du même sexe, la confrontation peut dégénérer en un combat amoureux ritualisé. Beaucoup de femelles sont enceintes et traînent avec peine leur ventre lourd. À tous les zèbres, qu'ils soient zèbres communs ou, comme ici, zèbres de Grévy, l'eau est indispensable, de même qu'une alimentation constituée de plantes herbacées riches en protéines. Le zèbre de Grévy se reconnaît à ces fines rayures qui se prolongent sous le ventre et sur les jambes jusqu'aux sabots. Chez les zèbres, la pyramide hiérarchique est très structurée et que le troupeau se mette en marche ou stationne, c'est toujours sous le contrôle d'un étalon. L'étalon est jaloux de ses prérogatives, et la plupart des jeunes mâles lui envient sa position. C'est pourquoi il peut vite se montrer batailleur. Qu'un jeune mâle s'aventure à le provoquer ou qu'une femelle se rebelle, et la bataille commence, dessinant sur le paysage le contre-jour spectaculaire des crinières qui s'entremêlent. Et la bataille dégénère, dans le sens que l'on pouvait prévoir, même si parfois des femelles se prennent à un jeu que la nature a prévu pour les mâles. L'énervement général excite de jeunes étalons devant qui des femelles en chaleur se trémoussent et déploient leurs avantages. Ce sont les prémices d'une parade amoureuse. Les lions arrivés du sud qui ont évincé de son territoire le clan de Wamba-la-Borgne sont venus en force. Les bébés y sont nombreux et contrairement à ceux de Wamba, la nourriture ne leur a pas manqué. Une femelle se fait agresser par un groupe de lionceaux avides qui se pendent en grappe à sa mamelle. Normalement, une certaine hormone permet à la lionne de prendre du plaisir à allaiter, mais dans ces conditions, c'est la douleur qui l'emporte. La lionne, assaillie, se plaint du traitement qui lui est réservé, tandis que d'autres bébés du clan se précipitent. La souffrance devient plus forte.
Enfin, devant l'insistance des petits, la lionne se résout à s'allonger pour offrir ses mamelles. Une autre lionne, elle, refuse de se laisser contraindre, mais finit par laisser deux petits l'approcher. Un bébé esselé, attiré par les cris de contentement des autres lionceaux, va se joindre à eux. Malgré leur acharnement, la lionne s'éloigne. Elle croise sur son chemin l'autre lionne qui se lève aussitôt. Une occasion de soulager ses mamelles endolories. D'un mouvement de tête, une des lionnes vérifie que les enfants qui la suivent sont au complet. Le déplacement s'effectue avec discipline, en file indienne. Cette mare offre à Napuna l'occasion de s'ébattre dans la boue, de se prélasser. La boue forme sur son corps un rempart d'humidité contre l'ardeur du soleil. Puis elle va se frotter sur le sol et elle incite son petit à l'imiter. Comme Napuna semble s'éloigner de lui, délaissant les mares de boue pour rejoindre son terrier, son bébé accourt avec frénésie, jouant autour d'elle sans la quitter, galopant toujours à proximité. Dans la plaine où se tiennent les zèbres, une femelle, à présent maman, vient de donner le jour à son enfant. Il se défait doucement de son placenta, ses yeux s'ouvrent avec stupeur à la lumière. Épuisée par l'effort mais paisible, sa mère reprend des forces, tout en le couvant du regard. Déjà avec l'instinct propre au nouveau-né, il essaie de se redresser, de se mettre sur ses pattes, de prendre cette première initiative qui garantira sa survie.
La première vision, les premières odeurs qui lui parviennent sont celles de sa mère. Ainsi s'accomplit le processus d'imprégnation au terme duquel se crée entre elle et lui un lien indéfectible. Le petit teste son équilibre. Il apprend à demeurer droit sur ses pattes encore chancelantes. Essoufflé, le pelage encore mouillé de lambeaux de placenta, il domine ses craintes et ses faiblesses qui rapidement reculent devant sa détermination. La mère surveille les progrès de son petit. Elle n'est pas indifférente. Son champ de vision à 280 degrés, son ouïe et son odorat l'unissent à son petit, dont les mêmes aptitudes naissent et se développent au même instant. Les zèbres ont la capacité d'analyser autour d'eux toutes les odeurs familières, inconnues ou suspectes. Ils disposent en effet, comme les reptiles, d'un groupe de capteurs situés dans la cavité nasale. Cet organe, l'organe de Jacobson, identifie instantanément chaque odeur inhalée. La mère se relève, renifle et lèche l'herbe sur laquelle se sont répandus des fragments de placenta. Le placenta dont elle mange un morceau contient des protéines et des hormones qui lui seront bénéfiques. Taille, vautour femelle de l'espèce Auricou, trouve les restes du placenta que vient brusquement lui disputer un groupe de vautours communs. Et malgré sa force supérieure et sa prééminence sur les autres, Taille ne peut empêcher ces derniers de lui ravir l'essentiel du butin. Un deuxième vautour Auricou les rejoint et rétablit aussitôt la hiérarchie en imposant une prudente distance au vautour commun dont la frénésie retombe. Il lui laisse la place, mais il ne reste déjà plus grand-chose du placenta. Une jeune hyène a elle aussi repéré l'odeur du sang. Elle arrive cependant un peu tard pour que sa présence effraie ou dérange les vautours. Elle est à l'affût. Les relents du placenta et du sang la renseignent sur les événements qui viennent de se produire. La hyène sent la présence d'un petit zèbre à proximité. D'un bref regard, elle l'aperçoit.
La mer a compris le danger. La hyène charge, mais l'étalon s'interpose et l'intimide d'une ruade. La hyène renonce. Pour la première fois de sa vie, grâce à la protection que représente le troupeau, le petit zèbre vient avec sa mère d'échapper à un danger. D'autres périls se présenteront à lui plus tard, auxquels il survivra, peut-être. Sankao le guépard est la victime de parasites qui envahissent son pelage. Après tant d'essais infructueux, Sankao ne sait s'il peut encore chasser comme autrefois, quand son frère Liaram le secondait. Isolé, amoindri, il a perdu toute pugnacité, toute confiance en lui. Il ne cherche même plus à prendre son élan. Pour la première fois depuis longtemps, un bref orage accompagné de pluie annonce que bientôt s'achèvera la saison sèche. Sankao se montre si peu combatif que les phacochères ne le redoutent plus qu'à peine. Un groupe de girafes s'est établi à proximité d'un arbre unique et majestueux. Leurs langues, sans jamais se blesser aux épines, détachent une à une les feuilles de l'acacia. Non loin de là, un girafon suit sa mère qui s'éloigne, après la tétée. Rapidement distancé, il s'élance dans son sillage, profitant de cette occasion pour s'exercer à courir. Se profilant sur le ciel, les sentinelles de la savane observent l'horizon. Tout semble calme dans la plaine à moitié désertée. Déjà annoncé par l'averse récente, le temps des pluies et de l'abondance reviendra dans quelques semaines. Dans l'attente de la nouvelle saison des pluies, les girafes savourent la perfection d'un jour que n'entame aucune fêlure. Pas de danger, pas de motif d'angoisse, ni regret ni projet. Un jour vide. Accomplir un à un les ordres de l'instinct, se plier au rite de l'espèce, se laisser porter.
Cette année, quelques groupes de gnous sont restés dans la plaine de Masai Mara, quand leurs congénères migraient vers le sud par centaines de milliers. Une femelle va mettre bas. Que le bébé naisse à Masai Mara où les prédateurs sont affamés, privés de la protection de l'immense horde qui séjourne au Serengeti, rendra ses premiers jours plus périlleux. Le jeune gnou fait dans la vie une entrée paisible et simple. Dans un instant, il prendra connaissance des embûches que le monde lui réserve et dont, malhabile et courageux à la fois, il saura venir à bout. Telle l'entrée sur scène d'un acteur, sa présence attire un public attentif. La mère s'éloigne avec son nouveau-né. Elle veille à le placer toujours du côté qu'elle pense être le moins exposé à un danger éventuel.
Les enfants de Douma, déjà adolescents, ont à présent 6 mois. Leur taille s'est affinée, leur crinière grise s'est clairsemée, et ce qu'il en reste disparaîtra bientôt. Douma a su préserver la vie de ses petits. Normalement, un jeune guépard sur 3 seulement parviendra à l'âge adulte, mais la plupart des décès se produisent dès les premiers mois de la vie. Ils ne seront adultes que dans 1 an et demi. D'ici là, le jeu est encore nécessaire à leur équilibre et à leur progression vers la maturité. Dans un paysage de savane, chaque arbre joue un rôle essentiel. Il sert de point de repère dans la plaine. On escalade son tronc, on recherche son ombre, de sa branche on se jette sur une proie. À sa base, on dépose ses marques territoriales. On gratte sa peau sur son écorce. Mais surtout, il constitue le terrain de jeu favori des jeunes félins. Les dangers que l'on court sur les branches sont de ceux qui forment la vigueur et l'intelligence. L'avantage du jeu est que ces périls-là, contrairement à ceux qui surgiront plus tard, on les vaincra sans risque. Douma est toujours là, protectrice et tendre, à veiller si le jeu ne prend pas une tournure fâcheuse. L'un des enfants de Douma s'est fait mordre à la patte par un serpent. À force de se gratter, il s'est arraché les poils et la peau. À cet âge, les instincts de la chasse sont déjà à l'œuvre dans le jeu. Et un jeune guépard qui poursuit son frère emploie les gestes qui plus tard tueront les proies. Les enfants de Douma savent déjà, comme tous les animaux de la savane, qu'à chaque gorgée d'eau, ils mettent leur vie en danger. Ils ont appris à rester vigilants et à s'alerter même quand le danger est factice. Douma, qui jusqu'alors veillait, se joint à ses enfants qui prennent son relais. Surgit un autotion, petit animal de la famille du renard, doté d'oreilles immenses qui accroissent de manière spectaculaire ses capacités auditives. L'un des enfants de Douma trouve là une occasion inespérée de tester ses aptitudes à la chasse. Il s'élance. L'autotion, rattrapé par le guépard, et plus petit que lui, fait pourtant face avec courage. Quelques cris perçants lui suffiront à mettre en déroute son adversaire inexpérimenté. Douma bat le rappel. Un seul cri suffit pour cela, que ses enfants connaissent si bien.
Bien qu'ils aient déjà pris goût au sang, les jeunes guépards ne seront complètement sevrés que dans quelques mois. Ils seront alors capables de chasser et de tuer. Mais pour l'instant, rien ne presse quand, dans la tiédeur du crépuscule qui vient, une mère est là qui offre sa mamelle. Les enfants de Douma ont déjà fait preuve de courage. Ils savent ce que sont la faim et la soif. Mais il leur reste encore à découvrir la peur et la colère, le désir et la solitude, la douleur. Ils en auront le temps si la savane les laisse vivre. On ne peut nulle part ailleurs que sur cette terre africaine aussi bien contempler la beauté de la planète ou mieux éprouver sa grandeur. Des troupeaux qui s'enfuient dans un nuage de poussière, des animaux qui glissent sur l'immensité, tout nous rappelle ici que la vie dépend de la terre et la terre de la vie. Le gnou, le rhinocéros, le lion et le guépard. Depuis que leur espèce est née, tous ces animaux se sont crus chez eux sur cette vaste plaine. Puis les hommes sont arrivés avec leurs escadrons de braconniers, touristes et entrepreneurs. Alors, peu à peu, les animaux que la présence de ces étrangers à leur race asphyxie modifient leur comportement. Leurs mœurs se dénaturent. Leurs instincts sont pris en défaut, incapables de réagir à cette coexistence à quoi rien ne les a préparés. Lions, léopards ou guépards abdiquent. Ils s'éloignent de leur territoire envahi, s'étiolent et parfois se laissent mourir. Pourtant, vue du sol ou du ciel, l'Afrique sauvage reste grande et belle. Henry Stanley, David Livingstone, Pierre Savorgnan de Brazza, Karen Blixen, Louis, Marie et Richard Leakey. Beaucoup ont cru y sentir passer sur leur nuque le souffle même de l'éternité. Peut-être avaient-ils tort. Kenny, bébé impala, naquit au mois d'avril quand commençait la saison des pluies. Il fut chassé et tué en août par 4 guépards qui traversaient la plaine. Son espèce n'est pas menacée, mais en Afrique, d'autres antilopes comme le koudou ou le sitatunga sont en voie de disparition. Willy, l'éléphanteau, vit le jour en septembre. Willy est actuellement âgé de 2 ans. Son peuple a été décimé. Il ne reste en Afrique qu'entre 600 et 700 000 éléphants. Ils étaient 1 200 000 en 1972. Cependant, certains pays où ils ont pu demeurer nombreux envisagent d'autoriser de nouveau la chasse à l'éléphant. Taille. Vautour orikou s'est trouvé présente à chaque fois que la mort des autres la réclamait. Les vautours, qu'ils soient communs, orikou, percnoptères, ne sont pas menacés. Mama Kingua, la hyène, et son bébé Kali furent aussi de toutes les fêtes où l'on dévore des charognes. La hyène reste le prédateur le plus répandu du continent,
bien que ses effectifs marquent une légère régression. Son cousin, le Protel, accusé de dévorer les animaux de basse-cour, a été largement décimé. En mai apparut une Gaïa, la girafe à la peau ulcérée de plaies. Une nuée d'oiseaux pique-bœufs nettoyait ses blessures et dévorait ses parasites. Hélas, des tumeurs aggravèrent bientôt la maladie et une Gaïa se laissa mourir. Seules les girafes de Rothschild, qui ne vivent pas à Masai Mara, sont en voie d'extinction. 120 d'entre elles vivent encore au Kenya. Tinga, le damalisque, ne naquit alors que la faim accablait les carnivores que pour se faire tuer presque aussitôt par Wamba, la lionne borgne. Simba, la lionne déjà blessée en avril, mourut en juin des suites de sa fracture. Les bébés à qui elle a donné le jour furent adoptés par ses deux sœurs, Kigori et Wamba. Le nombre de lions a fortement baissé en Afrique. On estime leur population à 200 000 individus regroupés en 13 000 clans. On les trouve encore nombreux dans les plaines de Masai Mara et de Serengeti. Marie, le rhinocéros noir, chassa sa fille, Ronco, pour pouvoir donner naissance à Pussy. Plus tard, en septembre, elle rencontra Karanja, qui fut le père de son bébé suivant. En 1970, on dénombrait 65 000 rhinocéros noirs en Afrique. 20 ans plus tard, il en restait moins de 4 000. Les rhinocéros blancs, que l'on ne trouve plus au Masai Mara, ont connu un sort comparable. Douma fut capturée par les guépards de Talek qui la gardèrent prisonnière jusqu'à ce qu'elle fût sexuellement réceptive. En octobre, elle mit au monde 4 bébés. Aujourd'hui, Douma est toujours vivante et ses enfants ont pris leur indépendance. Djumbe le Gnou, qui marcha en tête de son clan lors de la grande migration, vit naître en février à Serengeti l'un de ses nombreux enfants. Aujourd'hui, il a encore dirigé son groupe pour 2 nouvelles migrations. Mais désormais, un autre, plus jeune, plus fort et plus déterminé, a pris sa place. Wamba la borgne, qui avait élevé ses enfants et ceux de sa sœur morte, Simba, était la plus valeureuse chasseresse de toutes les lionnes de la plaine. À l'époque de la sécheresse, la faim fit mourir ses lionceaux. Son territoire fut envahi par un clan de lions venus du sud. Affaiblie, découragée, elle se retira en quête d'un groupe où se faire admettre. Aujourd'hui, Wamba a trouvé la famille qu'elle cherchait et vit désormais dans la plaine de Serengeti, en Tanzanie. Yaram et Sankao étaient frères. Ils étaient sauvages et purs et formaient à la chasse un duo inégalable. Perdu sur le territoire des lions et blessé par eux, Yaram mourut après avoir passé 2 jours
à rechercher Sankao, qu'il ne retrouva qu'au moment de son agonie. Parvenu au bout de son destin, Liaram ferma simplement les yeux. Pour lui, il n'y avait plus d'Afrique. Sankao vécut et redevint ce qu'il avait été au temps de Liaram, un seigneur. On peut encore le voir dans la plaine à l'affût d'une gazelle quand tombe le soir. Parfois, on croirait distinguer près de lui son frère disparu, mais l'illusion s'efface. C'était un autre temps. C'était une autre Afrique.